Avez-vous envie de transformer des fonctions compliquées en fonctions simples? Si oui, alors reste avec moi, car c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Salut les petits scientifiques! Aujourd'hui nous allons approximer certaines fonctions grâce aux séries de Taylor. Et comme d'habitude, je proposerai des explications intuitives, étape par étape. Donc pas de panique. Sans plus bavarder, rentrons dans le vif du sujet. Bon, pour clarifier notre but, on veut pouvoir être capable de transformer une fonction compliquée, style sinus, exponentielle, logarithme, etc., en une fonction plus simple. Mais qu'est-ce que c'est qu'une fonction simple en fait? Je sais que la simplicité c'est subjectif, mais ici il n'y a pas tant de candidats que ça. Je dirais même que les polynômes sont les fonctions les plus simples qu'on peut trouver. Pourquoi? Parce que c'est simplement une somme de termes, rien de plus. Enfin, une somme de termes avec des coefficients. Mais par quoi commencer? Déjà on va noter notre polynôme grand P de x. Et grand P de x serait égal à C0 plus C1 fois x plus C2 fois x au carré plus C3 fois x au cube, etc. jusqu'à Cn fois x exposant n. N étant un entier naturel. Donc ici n représente le degré du polynôme, entre autres l'exposant le plus grand. Dernière information avant de continuer, ici nous n'allons pas approximer toute la fonction, mais on va plutôt approximer au voisinage d'un point. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va approximer notre fonction au voisinage d'un nombre sur l'axe des abscisses. Donc c'est-à-dire que les images de notre polynôme doivent être raisonnablement proches des images de notre fonction autour de ce point, qu'on peut noter A par exemple. De ce fait, dans notre polynôme, on doit remplacer tous les x par x moins a, sans oublier les parenthèses. Cela permet juste de déplacer notre polynôme pour qu'il soit centré sur a. Et maintenant, pour continuer, il faut imposer des contraintes. Et oui, sinon on peut rien faire. Naturellement, on pourrait essayer de faire en sorte que les images de notre polynôme soient égales aux images de notre fonction. Sauf que ça nous amène pas à grand chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'approxime pas sur toute la fonction, mais bien autour d'un point. Car cette contrainte n'est pas du tout assez précise, et surtout inutile. On va plutôt imposer que les dérivées de notre polynôme soient égales aux dérivées de notre fonction. Autour de notre point A, du coup. Donc f' de A sera égal à grand P' de A, f' de A sera égal à grand P' de A, etc. Jusqu'à la dérivée km de f de A est égale à la dérivée km de grand P de A. Pour rappel, la dérivée km, c'est simplement appliquer la dérivée k fois. Et on veut aussi que grand P de A soit égal à f de A. Donc, grosso modo, cela veut dire que la fonction au point A aura le même ordonnée à l'origine, mais aussi la même pente, la même courbure, etc. Donc, on sait que f de A doit être égal à grand P de A. Mais quand on remplace tous les x par A, on remarque que tous les termes avec x moins A dedans disparaissent, parce que 1 moins A, ça fait 0. Donc au final, il nous reste la constante, c'est 0. Donc déjà, on sait que C0 c'est égal à f de A. Allons-y, remplaçons dans notre polynôme. Ensuite, f' de A doit être égal à grand P' de A, donc il semble automatique de dériver notre polynôme. Le coefficient C0 part, car la dérivée d'une constante c'est égal à 0. Ensuite, la dérivée de C1 facteur de x moins A, c'est tout simplement C1. Ensuite, la dérivée de C2 facteur de x moins A au carré, il faut se rappeler de la dérivée de la puissance. Tout simplement, n fois x exposant n moins 1. Symboliquement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'exposant, on le met en facteur et on enlève 1 dans la puissance. Je trouve que c'est une manière plus jolie de voir cela. Donc sa dérivée c'est égal à C2 fois 2 facteur de x moins a, etc. etc. Et la dérivée de Cn facteur de x moins a puissance n, c'est donc égal à Cn fois n facteur de x moins a puissance n moins 1. Et maintenant qu'on a dérivé grand P de x, eh bien on peut trouver le nombre dérivé en a. Donc tout simplement grand P de A. Et un peu comme tout à l'heure, on remarque que tous les termes avec x dedans disparaissent, pour la même raison en plus. Et tout ce qui nous reste, c'est le coefficient C1. Et vu que grand P' de A doit être égal à f' de A, alors f' de A est égal à C1. Et comme tout à l'heure, on peut le remplacer dans notre polynôme. Je pense que vous commencez à comprendre. Ici, on va effectuer la dérivée seconde. Donc ça veut dire la dérivée appliquée deux fois. Grand P' de x on a déjà calculé,
Et lorsqu'on refait la dérivée de cela, comme tout à l'heure avec main symbolique, toutes les puissances diminuent et les exposants se retrouvent en facteurs. Donc en gros C1 part, le 2 fois C2 facteur de x moins a devient simplement 2 fois C2, etc. jusqu'à Cn fois n facteur de n moins 1 facteur de x moins a puissance n moins 2. Et de la même manière que tout à l'heure, lorsqu'on fait grand P prime prime de a, tous les termes avec x dedans disparaissent et il nous reste tout simplement 2 fois C2. Vu que P prime prime de a doit être égal à F prime prime de a, eh bien 2 fois C2 c'est égal à F prime prime de a. Autrement dit, le coefficient C2 est égal à la dérivée seconde de F de a divisé par 2. On remplace. Et peut-être que vous remarquez un certain pattern, mais si c'est pas encore clair, je continue et là normalement vous allez comprendre. Donc cette fois-ci on effectue la dérivée troisième. Rapidement ça donne ceci pour notre polynôme. Et donc lorsqu'on fait la dérivée troisième de grand P de a, comme prévu tous les termes avec x moins a partent, et il nous reste 3 fois 2 fois C3. Autrement dit, 3 fois 2 fois C3, c'est égal à la dérivée troisième de f de a. Et donc on peut diviser par 3 fois 2 des deux côtés, pour obtenir C3 est égal à la dérivée troisième de f de a, divisé par 3 fois 2. Alors oui, je sais que 2 fois 3 c'est égal à 6, merci, mais je vais exprès laisser comme ça. Là normalement le pattern il est très clair. Vous voyez qu'au départ on avait f de a divisé par 1, plus f' de a divisé par 1 encore, et ensuite f' de a divisé par 2, et maintenant la dérivée troisième de f de a divisé par 2 fois 3. Et d'ailleurs je skip les étapes, mais on se retrouvera aussi avec le même genre de pattern, avec C4 qui sera égal à la dérivée quatrième de f de a divisé par 2 fois 3 fois 4, C5 qui sera égal à la dérivée cinquième de f de a divisé par 2 fois 3 fois 4 fois 5, etc. Peut-être que vous ne reconnaissez pas la fonction qui est au dénominateur, ici c'est tout simplement la factorielle. Pour faire court, la factorielle c'est une fonction qui multiplie de 1 à n dans le cas de n factoriel. Et par définition 0 factoriel c'est égal à 1. Donc, plus généralement, on peut dire que ck est égal à la dérivée kème de f de a divisé par k factoriel. K étant un entier naturel bien évidemment. Et ça, je sais pas vous, mais je trouve ça assez intéressant. Parce que ce que ça veut dire, c'est que chaque coefficient contrôle, entre guillemets, l'allure de la courbe, qui, pour rappel, est censée approximer notre fonction. Et donc là, je sais pas si vous en rendez compte, mais on vient de trouver un moyen de calculer notre polynôme en fonction des dérivées de f. Si on réécrit tout ça proprement, ça nous donne que grand P de x, donc notre polynôme, est égal à la somme de k qui va de 0 à n des dérivées km de f de a divisé par k factoriel, c'est le coefficient ck de tout à l'heure, le tout facteur de x moins a puissance k. Bon, si vous connaissez pas cette notation, ça veut simplement dire que k augmente de 1 à chaque terme, jusqu'à n qui est donc le degré du polynôme, entre autres le nombre de termes. Et maintenant pour donner des noms à tout ça, notre polynôme c'est tout simplement le polynôme de Taylor, et cette formule c'est la formule de Taylor. Voli-volou. Voici un exemple d'utilisation de cette formule. Je propose d'essayer d'approximer la fonction sinus grâce à la formule de Taylor. Et on va approximer cette fonction autour de 0, donc c'est-à-dire à a est égal à 0. Parce que c'est plus simple à calculer. Et deuxièmement parce que souvent lorsqu'on utilise la fonction sinus, et même n'importe quelle fonction trigonométrique, ce qui nous intéresse c'est les angles remarquables. Donc c'est-à-dire des angles entre moins pi et pi, autour de 0 donc. Et on va commencer par faire à n égale 2, donc c'est-à-dire 3 termes. Alors, premier terme, k est égal à 0, c'est-à-dire qu'on effectue la dérivée zéroième, ça veut juste dire qu'on n'effectue pas de dérivée tout simplement, donc juste sinus de a. Donc ça revient à calculer sinus de 0. Et là vous prenez votre cercle trigonométrique, et vous savez que sinus de 0, c'est égal à 0. Et 0 sur 0 factoriel, c'est juste 0. Hein. Et on a 0 fois 1, donc ça donne 0, et en fait le premier terme est égal à 0. Ensuite, à k est égal à 1, on effectue la dérivée de sinus de x en a, et la dérivée de sinus, ça il faut savoir, c'est égal à cosinus. Et cosinus de 0, c'est égal à 1. 1 factoriel, c'est aussi égal à 1, donc au final, on a juste 1. Et 1 fois x, bah ça fait x. Et enfin, à k égale 2, on effectue la dérivée seconde de sinus de x en a. On sait que la dérivée de sinus c'est cosinus, et la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Ça aussi il faut le savoir.
On sait que sinus de 0 c'est égal à 0, donc moins 0 ça fait 0 aussi. Hein. Donc au final on a 0 sur 2 factoriel, ce qui fait 0, et donc tout ce qui vient après ça fait 0 aussi. Et là on remarque quelque chose, notre polynôme de Taylor qui est censé approximer sinus, bah il est pas très précis à n égale 2 en fait, parce que là on a juste x. Je voulais vous faire comprendre que augmenter le degré n de notre polynôme de Taylor, ça permet de le rendre plus précis. En l'occurrence, ici, c'est ce qu'on va faire. On va plutôt faire à n égale 3 pour voir. Donc, on rajoute un terme, à k égale 3. On fait la dérivée troisième de sinus en a. Donc rapidement, on sait que la dérivée c'est cosinus, la dérivée seconde c'est moins sinus, et la dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus du coup. Cosinus de 0 c'est égal à 1, donc on a moins 1. 3 factoriel, bon on calcule, ça fait 1 fois 2 fois 3, donc 2 fois 3 et ça fait 6. Et ensuite, bien évidemment, le x exposant 3. Et donc finalement, pour n égale 3, on obtient le polynôme de Taylor pour sinus de x, qui est égal à x moins x au cube divisé par 6. Et là je vous montre sur GeoGebra, et effectivement c'est une bonne approximation au voisinage de 0. On peut tester avec Picard. Ici on voit bien que sinus de Picard et grand P de Picard sont extrêmement proches. Après à noter que ce polynôme là ne fonctionne que pour des petits angles, mais si on veut plus de précision pour des angles plus grands, eh ben il suffit simplement de rajouter des termes, donc d'augmenter n. Gardez bien ça en tête que plus n est grand, plus c'est précis. Parce que cette idée-là, on va l'explorer justement. Si vous êtes assez attentif, vous avez peut-être remarqué que pour le moment, je n'ai pas parlé de série de Taylor comme j'ai dit en intro et dans le titre. Eh bien en fait, c'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà, c'est quoi une série? Si on résume, une série, c'est une somme infinie. Et si vous faites le lien avec ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire le fait que plus n est grand dans la formule de Taylor, plus c'est précis, eh bien on serait tenté de dire intuitivement que si n tend vers plus l'infini, eh bien ce serait même plus une approximation, ce serait égal à la fonction. Eh bien ça c'est l'idée, effectivement, et c'est en fait ça ce qu'on appelle une série de Taylor. C'est tout simplement la même chose que la formule de Taylor, mais juste avec n qui est égal à plus l'infini. Bien évidemment, cette série fonctionne uniquement si elle converge vers la fonction. Eh bien voilà, vous l'avez votre série de Taylor. Ah, par contre, comment calculer ça? Ça c'est une bonne question. En fait, ça se calcule pas vraiment en tant que tel. En revanche, la vraie utilité de la série de Taylor, c'est de déterminer ce qu'on appelle le développement en série entière de certaines fonctions. En gros, on est capable avec la série de Taylor de réécrire une certaine fonction sous forme d'une série, donc d'une somme infinie. Deuxième chose que j'avais envie d'introduire, c'est les séries de Maclaurin. Une série de Maclaurin, c'est simplement la série de Taylor, mais avec a égale 0. Et souvent on utilise les séries de Maclaurin parce que comme dit précédemment, ça nous arrange que a soit égal à 0. Et en plus ici, vu que n est égal à plus l'infini, eh bien qu'apporte la valeur de a, ça revient au même, parce que dans tous les cas, notre série est égale à notre fonction. Bien, alors pour changer un peu, on va prendre l'exponentielle. Et ici, la seule information qu'on aura besoin sur l'exponentielle, c'est que la dérivée de l'exponentielle c'est égal à elle-même. Ici, on va plutôt établir la série de Maclaurin, ça veut dire à a égale 0. À k égale 0, on a juste l'exponentielle de 0, ce qui fait 1. 0 factoriel c'est 1 aussi, donc au final on a juste 1. Mais je vais faire exprès de laisser 1 sur 1 comme ça. Idem, je vais laisser x exposant 0. Et ensuite, k égale 1, on fait la dérivée de l'exponentielle, donc c'est l'exponentielle du coup. Et donc, exponentielle de 0, c'est encore égal à 1. Et on va laisser le x. K égale 2, on fait la dérivée seconde de l'exponentielle, mais c'est encore égal à l'exponentielle, hein, ça change pas. Exponentielle de 0, c'est encore égal à 1, sur 2 factoriel, et encore une fois, je vais laisser 2 factoriel, et on a x au carré. Je pense que vous l'avez remarqué, mais dans tous les cas, les dérivées successives de l'exponentielle, c'est toujours l'exponentielle, et donc au final, on fait toujours exponentielle de 0, donc toujours 1. Et ici, lorsqu'on met tous les x en numérateur, on se retrouve avec les puissances successives de x divisées par les factoriels successifs. Donc, on peut établir le développement en série entière de l'exponentielle, qui est donc égal à la somme de k qui va de 0 à plus l'infini, de x exposant k sur k factoriel. Ça, c'est égal à l'exponentielle. Je sais pas vous, mais moi ça m'émerveille.
D'ailleurs, avec le développement en série entière de l'exponentielle, on peut trouver un moyen de calculer exactement la valeur de e, qui est pour rappel un nombre irrationnel. En faisant x égale 1, on se retrouve avec exponentielle de 1, donc juste e, et si on utilise la série, ça nous donne que e est égal à la somme de k qui va de 0 à plus l'infini, de 1 sur k factoriel en fait. Parce que quelconque puissance de 1, c'est égal à 1. Et donc on peut facilement retrouver les décimales de e de cette manière. La série de Taylor trouve son utilité dans de nombreuses disciplines scientifiques. Dans tous les cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.